SPCA. Également, Mme Sylvie Germain et M. Patrice Desgagnés-Kieux vont nous parler de la coop santé. Et enfin, Mme Patricia Aubé du Musée d'art contemporain qui, elle, va nous parler de la nouvelle exposition qui s'en vient de M. Molinari. Bonne émission. Madame Madeleine Gauthier, bonjour. Bonjour. Et Madame Cathy Tremblay, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux impliquées avec la SPCA de Charlevoix. Alors, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. On va parler effectivement, si on parle de SPCA, on parle d'animaux. Exact. Et juste pour décrire en gros ce qu'est la SPCA, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on connaît le nom. On se dit que bon, c'est la Société protectrice des animaux. Dans le SPCA, on oublie souvent le C. Je pense que ça veut dire principalement... La cruauté contre les animaux. La cruauté contre les animaux. Alors finalement, la SPCA, c'est de venir en aide effectivement aux animaux qui, de fait, sont dans le besoin et subissent une certaine cruauté, majoritairement le résultat des humains. Exact. C'est surtout sur des humains, oui. C'est surtout sur des humains. Puis aussi de donner une deuxième chance à ceux qui en ont eu moins eu la première. Quand ils sont abandonnés, leur trouver un nouveau foyer où ils vont être bien traités. Ça fait quand même plusieurs années là, que ça existe en Charlevoix. Depuis 1985. 85, on parle de 30 ans. Oui, trentaine d'années. Donc, vous en avez, j'imagine, vu passer des animaux à la SPCA? Quelques-uns, oui. On retrouve surtout quoi? Des chiens, des chats? Surtout des chats. Surtout des chats? Oui. Est-ce que parce que les chats se reproduisent plus rapidement? Est-ce que... Exactement. Les chats se reproduisent tellement vite, c'est comme 4 portées par année. 4, alors, OK. Alors, Ils commencent à avoir des portées assez jeunes, je pense? Oui. Alors, c'est sûr que la population des chats devient très énorme à un moment donné. Il y a beaucoup de chats errants aussi à ce moment-là. Puis, quantité de jeunes chatons par portée, on parle de combien à peu près? 4-5. Normalement, nous, on calcule 4 pour faire des moyennes. 4 pour faire une moyenne? Oui. Fait que 4 portées par année fois 4, ça fait 16. Et... Ça se reproduit, ce qui fait qu'au bout de 4 ans, il y en a 20 000 chats. Oh! C'est pas un petit chiffre, ça, là. Non, ça va assez vite. D'où l'importance de la stérilisation. Là, les gens qui ont des animaux qui côtoient d'autres animaux qui laissent sortir, bien, la stérilisation, c'est le meilleur moyen de ça, contrer ce fond, fléau. les gens ne le font pas assez. Non. Effectivement. Les gens ne sont pas portés à faire stériliser les animaux. Il y en a qui nous disent, ben là, ils ont des armes maternelles, puis qui nous disent, non, on va les laisser avoir des petits chatons une fois, mais il faudrait que ça soit stérilisé au moins à la deuxième fois. Il faut que ça soit stérilisé. Sinon, c'est une population qui finit plus, là. C'est beaucoup trop. Alors, ce qui est un plaisir peut devenir une nuisance. Oui, exactement. Exactement. Okay. Donc, principalement les chats, les chiens, les gens sont plus portés à les faire stériliser? Oui, puis la population canine est moins élevée aussi. OK. Puis ils sont plus portés à les faire élever, à les faire stériliser. Est-ce que c'est parce que majoritairement les chiens sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, puis les chats sont plus laissés à eux-mêmes à l'extérieur? Les chiens, normalement, sont en laisse, même s'ils ne sont pas stérilisés. Quand les gens les promènent, ils ne côtoient pas nécessairement de femelles. Ils ont des surprises. Ils ont des surprises quand ils les promènent. C'est moins probable que le chat qui va aller se promener puis va revenir à la fin de la journée. Effectivement, exact. Le chat, c'est rare qu'on le voit en laisse. Assez rare. On les voit en laisse seulement quand les gens veulent vraiment les garder avec eux puis qu'ils les promènent, là, puis que ce sont des chats de race ou des choses comme ça, mais rarement en laisse. Alors, j'imagine que le réflexe est principalement vrai si les gens s'occupent de leurs animaux, mais quand ils sont à l'intérieur, dès qu'ils sortent à l'extérieur, là, c'est autre chose. Il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle. Puis les autres animaux, genre ici dans Charlevoix, là, ce qu'on appelle des usines à animaux, là, je veux dire, on ne connaît pas ça, je crois. Non, pas vraiment. Là. S'il y en a, moi, je ne suis pas au courant. Là. J'en ai pas vu encore à date. OK. Ben, au moins, c'est une bonne nouvelle. Oui. Est-ce qu'on est plus porté à croire que parce qu'on est en région, qu'on est plus entouré d'une faune, il y a des fermes, il y a des vaches, il y a des chevaux, il y a toutes sortes de choses, il y a des chiens, il y a des chats, on est plus sensible aux besoins des animaux dans une région comme la nôtre que si on était dans un milieu urbain? Pas nécessairement, je crois pas. Non? Non, je pense que les gens là, ont la même sensibilité là,
Dans une région urbaine, t'aimes un animal, puis t'en prends soin. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence là, entre les régions urbaines et pas du tout. Est-ce que les gens sont encore souvent sur un coup de cœur? Ils disent, bon, je vais me chercher un chat, je vais me chercher un chien, puis ils oublient un petit peu toutes les responsabilités qui viennent avec. Oh, il y en a encore beaucoup parce que la statistique montre que c'est 2 ans qu'un animal va rester avec son propriétaire. 2 ans? 2 ans. Puis un chat et un chien, ça vit quoi, entre 12 et 15 ans? 15, 17 des fois. 15, Un chat, 17. ça peut aller un petit peu plus lourd, mais un gros chien, on va dire une 12aine d'années, je pense. Mais les petits, Ouais. c'est plus. Les petits, c'est 15. plus 15, ouais. Alors, puis là, vous dites 2 ans en moyenne. Ouais. Est-ce que vous dites qu'il se passe quelque chose dans la vie de ces individus-là qui fait qu'après 2 ans, l'animal se retrouve peut-être n'ayant plus de foyer, abandonné. Abandonné. De là, ils appellent la SPCA. Oui, ils nous les laissent ou on les retrouve errants, mais ils ne peuvent plus s'en occuper pour une raison ou une autre, alors c'est sûr que... Il y a des raisons majeures, ça peut arriver. Oui. Alors à ce moment-là, c'est nous qui s'en occupons, puis on les remet à l'adoption. Parce que vous offrez plusieurs services. Oui. On parle de garderie, de zoothérapie, de stérilisation. Si de fait l'animal ne trouve pas preneur, on parle d'euthanasie aussi. Dans le fond, vous jouez un rôle avec plusieurs services que vous offrez directement aux locaux de la SPCA. Oui, on essaye autant que possible de redonner un nouveau foyer à l'animal. Puis autant que possible, si c'est nécessaire, on va faire stériliser l'animal s'il ne l'est pas. OK. On demande au nouvel adoptant de le faire stériliser si on n'a pas eu le temps de le faire. Là, mais autant que possible, on essaie de lui trouver une nouvelle maison. Parce qu'il reste qu'un chien ou un chat, c'est un animal de compagnie. Oui. Alors, il y a quelqu'un quelque part qui va avoir un chien ou un chat. On les redirige. Bon. Quand les gens viennent effectivement à la SPCA pour chercher un animal en adoption, est-ce qu'il y a des frais rattachés à ça? Comment ça fonctionne? Il y a des frais rattachés dépendamment si l'animal, on le fait stériliser ou non. Dépendamment de la sorte d'animal aussi, de la grosseur, il y a différents coûts, différentes... À cause des vaccins ou des choses, C'est selon ça. le poids de l'animal? Oui. Ça varie. C'est ça, parce Plus il est que... gros, plus ça en prend une dose forte. Parce que nos animaux vont tous voir le vétérinaire maintenant. Avant de partir C'est du automatique. refuge, automatiquement, nos animaux vont voir le vétérinaire. Si on n'a pas eu le temps de se rendre jusqu'à la stérilisation, parce qu'il y en a qui viennent les chercher avant Alors, on demande sur le contrat d'adoption que la personne fasse stériliser l'animal. OK. Est-ce que les gens qui veulent adopter un animal ont le réflexe de se présenter chez vous? Est-ce qu'il y a un site Internet qui fait qu'on peut voir l'animal qui est en adoption possible? Est-ce que vous êtes sur les médias Il y a sociaux? une Je page vous pose la Facebook. question. Ouais. Il y a une page Facebook. Une page Facebook? Ouais, qui est Et très, le plus très jeune qui populaire. s'en occupe, je suppose? Très populaire. Très, très populaire. On a une bénévole qui s'occupe de ça, là, puis Puis elle est très en bonne. temps réel, là, C'est elle la a tous page les Facebook jours. SPCA Charlevoix? Oui. La SPCA Charlevoix. Puis il y a aussi un site Internet. Oui. OK. Puis elle vient prendre des photos des animaux tous les jours. Bon. Puis quand il y a des nouveaux arrivants, on l'appelle, elle vient prendre des photos, puis elle les publie sur Internet, OK. mais sur Facebook. La réponse est bonne? Oui. Oui. Parce que il me semble que j'ai lu entre les lignes que depuis que vous faites ça, la demande d'adoption, elle a augmenté. Oui, Elle est elle a plus augmenté. Fait que les gens voient l'animal, elle fait parler les animaux. Donnez-moi un foyer. Elle les fait parler. Fait que c'est attirant. Puis les gens voient l'animal tout de suite, là, puis ils savent si oui ou non. Il y a déjà un contact qui se fait visuel. Là. Fait que quand la personne arrive au refuge, elle sait à peu près ce qu'elle veut. Elle a une description Ouais. de l'animal aussi, savoir son L'âge, tempérament. puis tout ça. Ouais. Surtout OK. le tempérament. Alors finalement, je veux dire, ils savent avant d'y aller. C'est un coup Ouais. de cœur très souvent, je pense. Oui, mais Ça, aussi, s'ils ont des jeunes enfants, puis c'est marqué pas conseiller aux jeunes enfants, bien, ils vont pas. Ils ne se déplaceront pas nécessairement pour voir l'animal, ils vont passer. Il y a bientôt un Kiodon qui s'en vient, qui est la semaine prochaine, je crois. Oui, le 21. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de c'est quoi l'événement, un Kiodon? Le Des quilles? C'est de jouer au quai, C'est s'amuser de jouer au profit des animaux, bien sûr. Il y a 2 rondes, une à 18h30 et une à 21h. Le concept, c'est de se faire une équipe et de venir jouer entre amis, parce que ça aurait pu être s'inscrire individuellement, mais c'est plus le fun quand on s'amuse entre amis. Effectivement. Alors, c'est ça, il y a les quilles, il y a les souliers inclus, il y a une consommation gratuite, puis il va y avoir des prix sur place aussi. OK. Présentement, à 21h, c'est quasi complet, mais à 18h30, il reste beaucoup de place. OK. Ça a lieu quelle date?
21 février. Qui tombe un Samedi. samedi. Bon, alors les gens, le samedi soir, des fois, pourquoi pas, là, après un petit souper, mangez plus tôt puis allez vous amuser au quai. Et voilà. C'est des petites quilles, des grosses quilles? Grosses quilles. Des grosses quilles. Ah, OK. Donc, il faut manger pour aller Oh oui, il faut prendre des forces. lancer la grosse balle. Oh oui, il faut prendre des forces. Mais en même temps, ça, c'est une façon à vous de vous ramasser des sous pour venir supporter la SPCA comme telle. Oui. Mais il y a aussi d'autres possibilités de faire des dons ou d'autres activités dans la vie. Oui, oui, oui. Actuellement, on vend des billets de cirage pour un 4 roues motrices ou pour une télévision ou un voyage de pêche. Okay. On le vend à travers le Grand Charlevoix. On a des billets partout chez des commanditaires. On les a annoncés. Et on a aussi un tournoi de golf qui s'en vient pour le 23 mai. Ça aussi, c'est notre deuxième, puis on est bien fiers. C'est Honda qui nous supporte cette année, okay. Dans Honda Charlevoix, qui nous supporte le tournoi de golf. Puis on a toujours le calendrier qu'on fait à tous les ans. On fait un calendrier, les gens participent beaucoup, ils mettent la photo de leur animal là-dedans, puis on peut, on le fait plus à l'automne. Fait que tout le long, durant l'année, on a des différentes activités où les gens peuvent participer. Oui. En général, la réponse est bonne? Oui. Ça peut toujours être meilleur. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on pourrait avoir du 100 là, mais ça peut toujours être meilleur, mais c'est bon. C'est bon, okay. Les gens nous aident bien. Puis on parle aussi, je pense, potentiellement d'une relocalisation possible ou nécessaire dû au fait que maintenant, c'est trop petit, vous êtes trop serré dans les locaux. La bâtisse a été vendue, c'est désuet, c'est plus conforme, il faut tout changer. Alors, il faut se relocaliser. On essaie de se relocaliser le plus possible sur le long de la 138, là, pas trop loin pour pouvoir donner accès à tout le monde, vu que notre territoire est tellement grand, là. On se rend jusqu'à Sagard, puis on part de Saint-Joachim dans l'autre sens, fait que c'est long à couvrir. Mais on faut se relocaliser, donc ça nous prend des grosses levées de fonds, là. On travaille là-dessus. L'équipement n'est pas récupérable, il faut réacheter des cages, des lits pour les chiens. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Comme à zéro, à neuf. Oui. Bon, c'est plaisant, au moins, on va avoir des belles installations si le tout se concrétise, on l'espère. Ouais. Il y a une urgence en soi? Oui, il y a une urgence, parce que là, il faut se relocaliser. On ne peut pas construire parce qu'on n'a pas les moyens pour ça, mais ça serait une location ou une location avec option d'achat. Ouais. Bon. C'est ça. Alors, on espère ça dans l'année 2015, 2016? Pour l'été. Pour l'été? Pour l'été. Bon. Il faut faire ça vite, là. Mesdames et messieurs, SPCA, faire une bonne action. On a besoin. Gagner des sous. Il y a le Kia donc qui s'en vient, plus d'autres activités comme on vient de mentionner. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter qu'on a comme oublié de discuter? Non, j'aimerais ajouter quelque chose sur la stérilisation parce qu'on a dit tantôt, non, on n'a pas d'usine à chiots. Des fois, on laisse les chiens ou les chats avoir des petites portées, mais on trouve ça bien cute. Mais enfin, avec les statistiques, il y a un chien sur une portée de 4 qui va finir une belle vie avec sa famille. Les autres... 1 sur 4. Oui. 25%. Et aussi, les gens ne se rendent pas compte non plus qu'il y a une responsabilité auprès des gens qui ont les petits bébés parce que les 3 premiers mois de vie d'un chien, c'est le plus important dans sa vie. C'est là que la maman va lui montrer l'inhibition de la morsure, comment jouer sans blesser, comment il va apprendre le comportement canin avec ses petits frères. C'est cette période-là qu'il faut qu'il voit le plus d'expériences positives possible, là, les autos, les messieurs, les enfants. Il y a des chiens que, quand ils n'ont pas vu ça jeune, ils ne s'adaptent pas. Et ça fait des problèmes de comportement qui va faire en sorte qu'il va être abandonné par la suite. C'est ça, c'est une grosse responsabilité. De le placer, considérant le fait qu'il peut être à risque pour, effectivement, comme vous dites, avec les jeunes enfants ou autres. De plus en plus, les gens qui élèvent des chiens de race vont prendre des cours en comportement canin pour amener l'animal. On parle de, juste une parenthèse, parce que je sais que le temps file, chien de race, chien mélangé, y a-t-il des... Moi, j'ai toujours dit qu'un chien... J'ai toujours entendu dire qu'un chien mélangé fait plus fort, moins sujet à être malade et autres. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Non, un chien, c'est un chien. Un chien, c'est un chien. C'est comme nous. C'est comme un humain, là. Bon, c'est une légende urbaine, cette affaire. Oui. À mon avis, oui. Bien, Mme Cathy Tremblay et Mme Madeleine Gauthier, merci beaucoup de votre visite. Ça nous a fait plaisir. On a parlé de la SPCA, puis je pense que c'est un organisme, ça vaut la peine d'aider beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon retour. Merci. Alors, à l'émission à votre service, on souhaite, pour nous parler de la coop santé, Mme Sylvie Germain, bonjour. Bonjour. Et M. Patrice Desgagnés, bonjour.
Vous jouez des rôles différents. Un est comme président par intérim, puis quand on dit intérim, on dit un petit peu transition. Puis Mme Germain, elle est le soutien à la gestion, toujours dans cette période de transition. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour parler de la coop santé. Il y a des rumeurs qui disaient que la coop santé était comme en danger. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en est réellement. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. On s'est assis avec les médecins. On a eu des bonnes rencontres en novembre et décembre avec notre groupe de médecins. Et le désir est que la coop continue d'être présente dans Charlevoix et on va prendre les moyens pour que cette coop-là soit toujours présente, viable et offre de plus en plus de services à notre population. Ça fait combien d'années là, que ça existe en termes d'organisation? C'est une coop, on dit, qui dit coop dit coopérative? Exact. On a commencé en fonctionnement, ça va faire bientôt 4 ans, là, 1er avril 2011, là, que les premières... les premières volées de la coop sont faites là, avec nos 3 cliniques, 2 ici à Baie-Saint-Paul et une aux Éboulements. Et c'est sûr on est quand même une entreprise de 4 ans. On sait très bien que les 5 premières années d'une entreprise, c'est... Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Que ce soit une coop ou une entreprise incorporée, il y a des hauts et des bas. Ce que la coop a vécu. Et je pense qu'on a grandi à travers ça. Tous les intervenants à l'intérieur de coop, que ce soit nos employés, nos membres producteurs qui sont les médecins, les membres utilisateurs qui ont vu qu'il y avait des choses nouvelles qui arrivaient. On a eu une période quand même qu'on a réussi à faire des ateliers de prévention puis à mousser la prévention. Alors, je pense qu'il y a des bonnes choses de fait, mais comme on dit, c'est la 5e année qu'on va commencer bientôt. Et puis, je pense que le vent vire de côté. Et le vent, il s'en vient sur le bon bord. Les astres s'alignent. Et puis, on va s'organiser pour assurer la pérennité de cette belle petite... marées, vous allez pouvoir persister. Exact. On va s'assurer de la pérennité de cette belle petite coop qui, je pense, qu'il est un besoin dans Charlevoix. Je pense que c'est un besoin qui va se créer. Il y en a plusieurs quand même de créer ailleurs au Québec. Puis, je pense que c'est une volonté du milieu de se prendre en main. Ce qui était le pouls au début aussi, c'était de favoriser l'avenue de nouveaux médecins. C'est pas évident, c'est quelque chose qui est pas évident, c'est de trouver encore plus de moyens. Puis on veut aussi amener d'autres services pour que la population dise, ben regarde, notre coop, là, c'est pas juste les médecins, c'est la prévention, c'est des activités, ça peut être, je sais pas, des diététistes, des ergots qui peuvent se joindre à nous, puis c'est ce qu'on va développer. Le genre de service que vous offrez, c'est quand même vaste. C'est ce qu'on peut offrir. Mais comme on dit, dans les 4 premières années, on a tout mettre ça en place. On peut vous dire qu'on a bûché. Là, le terrain commence à s'aplanir, puis après ça, on va continuer. C'est ça, parce que il y a combien de personnes là, qui travaillent autour de ça? Là? Au niveau des personnels, on a 9, ouais. De mémoire. Puis au niveau, on a autant de médecins. Bon. Puis on a quand même perdu depuis les débuts. On a parti avec 14 médecins. Il y a des gens qui sont partis par choix personnel. Il y en a qui sont partis à la retraite. Ça a provoqué, quand des fois on se fait dire, oui, mais on n'a pas plus de médecins qu'on avait, mais on a réussi à garder quand même le service de clinique dans Charlevoix-Ouest. Et puis de servir pas mal tous les clients qui étaient avec tous nos médecins du début. Fait que c'est sûr que peut-être qu'à la première vue, les gens disent, ben là, ici, on n'est pas capable bien plus d'avoir de médecins de famille. Par contre, on a ramassé une bonne clientèle que les médecins qui sont partis, on a réussi à les redistribuer aux médecins, quoique les nouveaux qui arrivaient, puis les médecins qui étaient existants ont fait un bel effort, ramasser les plus vulnérables, si on peut dire le terme, puis c'est créé un bel esprit, là, puis je pense que l'esprit de famille là, grandit tout le temps, puis je pense qu'on est, comme je disais tantôt, on est sur la bonne voie. Madame Germain, quand on parle de gestion... étant donné qu'il y a 3 bâtisses, 3 sites comme tels, je veux dire, est-ce que c'est compliqué de coordonner tout ça? Bien, en fait, nous, quand la coop a été implantée, on avait déjà 3 points de service. On les a gardés tels qu'ils sont.
tels qu'ils étaient. Donc, on a continué, dans le fond, la gestion des locaux, on a fait des baux. C'est sûr qu'il y a toujours la gestion au niveau du personnel parce qu'il faut appuyer les médecins, les infirmiers, les infirmières dans leur travail. Alors, nous, c'est notre rôle de s'assurer qu'il y a toujours du personnel au secrétariat et que les services se continuent. Alors, c'est ça, là, l'appui au niveau de la gestion, c'est surtout ça. Surtout en période où, là, c'est pas toujours facile, comme le disait Patrice, quand on a moins de médecins, c'est sûr que il faut, nous, s'équiper, puis équiper le personnel pour bien répondre aux gens, aux patients qui viennent, qui, des fois, vivent des choses pas faciles, mais je pense que le personnel répond très, très bien, et les médecins aussi, comme le dit Patrice, mais c'est évident tous les jours, on jongle avec ces choses-là, mais on fait notre possible. Alors, on développe des habilités. Là. Oui, de jonglage. Il faut juste rajouter aussi qu'en plus des personnels qu'on a nommés tantôt, autant nos employés que les médecins, on a un IPS qui s'est rajouté dans la dernière année. IPS, qui est un infirmier praticien spécialisé. C'est ça. Je suis pas pire me se rappeler. Puis on a quand même des infirmières là, qui sont disponibles. Là, il y en a deux aussi. Deux infirmières qui viennent rajouter au service là, autour des médecins pratiquants parce qui que sont à ces l'école. personnes-là plus spécialisées, je vais utiliser le terme qui n'est peut-être pas véridique, mais ils emmènent plus large. Autrement dit, ils peuvent offrir plus de services. Ouais. Exact. Effectivement. Qui, sans remplacer le médecin, au moins jouent un rôle plus important dans le genre de service apporté à la clientèle. Exact. Puis c'est des gens quand même qui ont des pouvoirs supérieurs, comme vous venez de dire, puis ce qui aide beaucoup aux médecins, qui va être capable de soulager les médecins. On ne veut pas lancer la balle tout de suite, mais on a la possibilité peut-être d'avoir un autre IPS, Okay. Ce qui vient encore améliorer notre service là, sans rendez-vous. Je pense que c'est au niveau du sans rendez-vous que ces IPS-là donnent beaucoup de Parce que la coop est principalement ça, c'est un service sans rendez-vous. Est-ce que... Non, pas nécessairement. Non. Excusez mon ignorance. Puis, et peut-être pour replacer une chose aussi, c'est qu'il y a le groupe de médecine familiale. Donc ça, c'est l'ensemble des médecins qui sont là, qui, dans le fond, on a un IPS grâce au groupe de médecine familiale. Il faut redonner à César ce qui va à César. C'est pas la coop là, qui va chercher un nouvel infirmier. Par contre, la coop, elle est chargée de lui trouver un local. Puis on est très contents. Donc, c'est une collaboration avec les médecins aussi, là, à ce point de vue-là. Là. OK. C'est quand même complexe. C'est un milieu. La santé, c'est un milieu, moi. Oui, c'est ça. Mais on dirait que ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'IPS, en étant là, puis nous, en procurant des outils à cette personne-là pour être là, eh bien, il y a plus, oui, au sans rendez-vous, il y a plus de choses qui se font, mais les médecins sont plus appuyés aussi. Donc, il y a des parties que cet infirmier-là peut prendre qu'un infirmier qui est pas Spécialisé. Oui, c'est ça, qui n'est pas praticien spécialisé. Parce qu'il y a ne plusieurs peut faire. échelons aujourd'hui. Je pense qu'il y a l'aide-infirmier, il y a l'infirmier, il y a l'infirmier spécialisé. OK. Chose qui n'existait pas dans le temps, pratiquement. Non. Alors, donc, l'avenir s'annonce bien. Oui. Ça, on est très confiants dans l'avenir. On est optimistes. Je pense que, comme on dit, il y avait une période d'adaptation à passer. Je pense qu'elle est pas mal derrière nous. On a des projets d'avenir. On regarde ça, puis on veut s'assurer que la mission soit là. C'est sûr que la mission a peut-être évolué dans le temps. La mission première, c'était d'attirer des nouveaux médecins, mais c'est sûr que la mission va rajouter là, des services supplémentaires autant que c'est possible de le faire. Et puis, je pense que la période de transition, on a des choses en cours. D'ici, je pense, le premier semestre de 2015, il va y avoir des choses concrètes de fait. Et puis, avec ça, je pense qu'on va s'assurer de bien assurer la coop pour le futur. OK. Puis il y a une assemblée générale annuelle qui s'en vient bientôt. Là. Exact. C'est ça. L'Assemblée générale va se tenir le 25 mars prochain à 19h, ici au centre Paul Médéric. Okay. Alors, on invite toute la population. Vous êtes bienvenus, que vous soyez membre ou pas membre. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Puis vous allez voir la publication, là, que ce soit à la télévision communautaire ou ailleurs,
du lieu et des possibilités d'être administrateur de la coop, ça va paraître là, dans les hebdos, etc., là, dans les prochaines semaines. Puis l'Assemblée générale, si vous permettez, c'est un bon moment pour ceux qui sont membres utilisateurs de venir s'informer sur ce qui se fait à la coop, ce qui se développe. Oui, bien c'est ça. Je veux dire, comme on dit aux gens, vous êtes membre. C'est votre droit, dans le fond, à l'Assemblée générale de venir vous informer puis de venir vous prononcer aussi. Là. Nous autres, souvent, on attend des commentaires des gens puis on peut modifier ou en tout cas adapter nos services à partir du moment où nos membres nous disent « Bien, regarde, on aimerait ça, que ça se passe de cette manière-là. » Fait que c'est la bonne occasion, l'Assemblée générale. C'est ça. Alors, dans le fond, ce que Charlevoix vit en termes de pénurie potentielle de médecins, c'est tout le Québec qui le vit. Mais oui. Quand on leur explique la beauté de Charlevoix, il n'y a que du bonheur à venir travailler. Il faudrait peut-être C'est la santé. C'est le plein air, oui. Oui, c'est ça. Mais quand on regarde tous les avantages qu'il y a, on oublie vite la ville, puis on sait s'adapter. Exactement. Mais Madame Germain, Monsieur Desgagnés, merci beaucoup. Plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Gênez-vous pas de venir nous voir, discuter de la coop, qu'est-ce que ça offre comme service, puis on gardera les gens informés sur l'ensemble du déroulement de la bonne santé de la coop, de la santé de Charlevoix. Merci beaucoup, M. Jarret. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. Alors, à l'émission À votre service, on reçoit aujourd'hui Mme Patricia Aubé, nouvelle conservatrice du Musée d'art contemporain. Bienvenue. Merci. Bienvenue à l'émission et bienvenue dans Charlevoix. Merci beaucoup. Parce que là, vous êtes nouvellement arrivé, ça fait pas longtemps. Oui, ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis installée. 1 mois et demi maintenant. Ouais. Alors, vous êtes originaire de? De Québec. De Québec. Alors, on quitte Québec, on s'en vient en région. Est-ce que c'est un gros changement? Non, étonnamment, la transition se fait très bien. Oui. Puis, je suis pas très loin de Québec de toute façon, mais j'ai été très bien accueillie ici, puis j'ai rencontré plein de monde. Fait que je m'adapte bien à date. Bon, alors ça se passe bien, les présentations sont faites à partir de là. Dites-moi, avant de commencer, juste pour démystifier un petit peu le rôle que vous jouez en termes de personnes responsables en étant conservatrice, ça fait quoi une conservatrice ou un conservateur dans un musée? Donc, en fait, moi, mon rôle, c'est de gérer la collection du musée parce que le musée a quand même près de 3000 œuvres. Wow. Alors, évidemment, quand on se promène dans les salles, on n'en voit pas énormément, mais on en a beaucoup dans nos réserves. Alors, mon rôle, évidemment, c'est de m'assurer que ces œuvres-là sont bien conservées, d'où le titre de conservatrice. Alors, heureusement, j'ai Richard, qui est notre technicien, qui m'aide aussi beaucoup là-dedans. C'est aussi de faire de la documentation de ces œuvres-là, de faire de la recherche, de les classifier aussi. Et mon rôle aussi, c'est d'enrichir notre collection. Donc, en faisant l'acquisition de nouvelles œuvres. Ça, souvent, c'est des collectionneurs qui vont nous faire des dons d'œuvres d'art. Alors, c'est un processus quand même assez complexe, mais ça nous permet justement d'enrichir notre patrimoine. Alors, c'est vraiment une des parties importantes là, de mon mandat. Et une autre chose que la conservatrice va faire, c'est pas seulement, évidemment, de protéger la collection, mais il faut aussi la mettre en valeur, donc la diffuser. Ça vient un petit peu aussi dans mon rôle de conservatrice éducatrice. Éducatrice, parce qu'il y a un sous-titre ou un titre connexe rattaché. Exactement. Donc, il faut mettre en valeur cette collection-là. Donc, ça peut être par le biais d'expositions à partir d'œuvres de notre collection, mais ça peut être aussi par différentes activités qu'on va faire. Par exemple, on a, nous, une activité qui s'appelle les dîners découvertes, qu'on fait à chaque dernier mardi du mois. Alors, on invite les gens, en fait, à venir dîner au musée et on leur fait découvrir une œuvre. C'est pas partout que ça se passe, venir manger au musée. Oui, c'est ça. C'est très convivial, en fait. Donc, les gens amènent leur lunch. Il y en a qui amènent même une petite bouteille de vin à partager. Pourquoi pas? Ben oui. Et puis, c'est ça le principe, en fait, c'est que moi, je sors une œuvre de la collection. Et puis, j'en parle pendant environ 30-40 minutes, mais c'est pas un cours universitaire, là, donc les gens sont invités à dire leur opinion aussi sur cette œuvre-là. Donc, on partage vraiment nos connaissances. Il y a l'œuvre et l'artiste qui vient avec l'œuvre, donc c'est un tout comme tel en termes de diffusion d'informations. Oui, exactement. On présente l'œuvre, mais ça nous permet finalement de parler de l'artiste qui le fait, de sa démarche. Ça peut être même parler du contexte là, de l'histoire de l'art à ce moment-là. Dites-moi, pour nous, les gens de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix-Ouest, ou même de Charlevoix, le Musée d'art contemporain est là
comme étant une sorte d'institution. Quelle est la perception des gens de l'extérieur du Musée d'art contemporain qu'une personne peut avoir, vous qui venez de l'extérieur? Bien, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul a vraiment une très bonne réputation, entre autres en raison du symposium qu'il y a à chaque été, donc le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. C'est une formule qui est assez particulière, donc pendant un mois de temps, il y a 12 artistes qui viennent créer sur place à l'Arena devant public. Alors, c'est quand même, je pense que le symposium, en fait, a la particularité d'avoir choisi des artistes qui sont à la fois établis, puis aussi des artistes qui sont émergents. Donc, vraiment, dans le milieu de l'art contemporain, c'est vraiment un événement qui est à connaître, si les gens ne le connaissent pas. Donc, oui, les gens de Baie-Saint-Paul sont très chanceux d'avoir un beau musée comme ça. Parce que le symposium, c'est pas une activité qui est usuelle dans le milieu ou même dans la province comme telle. Là. Pas du tout, c'est ça. Donc, c'est vraiment particulier, là, le fonctionnement là, à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un très bel événement. On parle d'art contemporain. Comment on définit l'art contemporain? En peu de mots. Bien, l'art contemporain, en fait, c'est quelque chose qui est très large, justement. Il n'y a plus vraiment de balises. Donc, ça peut être... les artistes peuvent faire autant des performances que de la peinture, que de la sculpture, que des installations. Si on parle finalement muséologiquement, on va dire art contemporain, on va mettre ça dans une catégorie qui est de 1950 finalement à aujourd'hui. À aujourd'hui. Donc, de là le mot contemporain, ouais, qui fait partie de notre vie pratiquement. Oui, c'est ça. Donc, nous, notre collection au musée va être vraiment de 1950 à aujourd'hui. Ça n'enlève pas qu'on peut avoir des œuvres qui ont été faites avant parce que finalement, ça nous renseigne sur qu'est-ce qui va se passer après. Là. Donc, alors, quand on parle d'artistes contemporains, il y en a un qui s'en vient bientôt, qui est assez important. Oui. Molinari. Exactement. Donc, la prochaine exposition qu'il va y avoir... C'est Guido, son prénom, hein? Guido Molinari. C'est la prochaine exposition qu'on va avoir au Musée d'art contemporain qui va commencer début mars. Alors, c'est un artiste canadien, en fait, un des plus importants artistes canadiens qu'on a. Donc, ça va être vraiment exceptionnel. Il va y avoir 84 œuvres de Molinari. C'est beaucoup, surtout que c'est des très grands formats, souvent. En plus. Alors, c'est la plus grande rétrospective qui est organisée sur son œuvre depuis 20 ans. OK. Donc, c'est ça, la dernière avait eu lieu en 1995 là, au Musée d'art contemporain à Montréal. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Vous parliez du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul sur la scène de l'art contemporain. En fait, c'est vraiment quelque chose d'avoir cette exposition-là qui est faite en partenariat avec la Fondation Guido Molinari aussi. Parce que M. Molinari, il est montréalais de naissance, donc d'origine italienne. Dans le fond, c'est un artiste bien de chez nous, là. Oui, exactement. Et puis, c'est un artiste qui a joué un grand rôle aussi dans la diffusion de l'art abstrait là, au Québec. En fait, lui, il a commencé à travailler dans les années 50, à exposer au début des années 50. Et c'est vraiment un moment charnière de l'histoire de l'art au Québec parce qu'à ce moment-là, on avait le groupe des automatistes qui était très fort autour de Paul-Émile Borduas. Et eux faisaient une peinture abstraite, mais très gestuelle. Donc, ils valorisaient vraiment l'inconscient. Finalement, c'était les états d'âme des artistes qui étaient mis sur la toile. Et un peu en réaction à ce mouvement-là, il va y avoir un retour finalement à l'abstraction géométrique. Et là, il va y avoir les groupes des plasticiens, dont Molinari va faire partie. Ce n'est pas des groupes formels, mais en fait, on va les appeler les plasticiens. Et puis, vraiment, ça va être là une valorisation de la dynamique qui va se créer entre la forme et la couleur. Okay. C'est vraiment des œuvres qui sont plus objectives, finalement, que ce qu'on va faire les automatistes, mais ça va laisser plus de place au spectateur. Donc, c'est vraiment le spectateur qui va construire, finalement, sa perception là, du tableau, de l'espace dynamique. Parce que c'est un jeu de couleurs beaucoup, c'est des lignes droites. Exactement. Molinari, on connaît beaucoup pour les lignes verticales qu'il va y avoir, donc vraiment des plans couleurs qui vont être en série comme ça. Et comme je vous disais, c'est des œuvres qui sont très grandes, donc ça enveloppe le spectateur qui est devant ça et c'est vraiment une expérience. C'est un écran géant, c'est comme si on se rapprochait puis on était envahi pratiquement par l'ensemble de l'œuvre. Exactement. Puis ce que je propose aux visiteurs, en fait, qui vont venir, c'est de ne pas rester juste 15 secondes devant l'œuvre puis de passer à la suivante. Pour bien comprendre les œuvres, c'est important de rester longtemps, en fait, quelques minutes peut-être, et là, vous allez vraiment voir les couleurs se mettre à vibrer, parce qu'il y a des couleurs qui vont avancer, il y a des couleurs qui vont reculer. Vous allez vous rendre compte qu'un vert qui est entre du rouge et du bleu, c'est pas la même chose qu'un vert qui est entre du rouge et du jaune. Donc, c'est pas nécessairement la portée de tout le monde de faire ce que M. Molinari a fait, façon de parler, là.
Non, Parce que des effectivement. lignes, des couleurs. Non, c'était vraiment un travail Ouais. de recherche. Puis ça me fait rire parce qu'il y avait je me souviens plus c'est quel politicien, mais il y a un politicien qui avait dit à M. Molinari, ben écoutez, mon enfant pourrait faire ce que vous faites. Puis il avait dit, ah oui, mais est-ce que votre enfant, en tout cas, si tout bon père de famille ne laisserait pas un enfant utiliser de la peinture industrielle, parce que c'est vraiment fait, ils ont vraiment fait de la recherche justement avec différentes sortes de peintures, des solvants, tout ça. Donc c'était un peu drôle comme anecdote que finalement, non, c'était pas du tout accessible à aucun enfant, là. C'est ce qui a l'air, de soi, n'est pas nécessairement la réalité, parce qu'effectivement, il y a un gros travail de recherche derrière ça. Oui, exactement. Puis c'est quand même 50 ans, finalement, de recherche qu'on va présenter. Hein, c'est 50 ans de carrière artistique de Molinari. Donc, on a parmi ses toutes premières œuvres qu'il réalisait dans le noir. Mais oui, Oui, alors noir. c'est assez particulier. Ensuite de ça, il a fait beaucoup d'œuvres en noir et blanc. Puis on a toutes les œuvres où c'est vraiment la couleur là, qui va être l'aspect principal, finalement, de son travail, là. alors, c'est un monsieur qui a eu gagné beaucoup de prix partout dans le monde, là. Oui, effectivement, il est vraiment très reconnu, autant sur la scène québécoise, canadienne, que même à l'international. Il a participé à des expositions très importantes, entre autres dans les années 60 à New York. Une exposition de Responsive Eye qui était au Musée d'art moderne de New York, là. Donc, vraiment, parce que les plasticiens avaient vraiment une pratique autonome, particulière au Québec, qui était en réaction aux automatistes, mais en même temps, ça répondait à quelque chose qui se passait sur la scène internationale. Puis je pense que c'est vraiment la première fois qu'au Québec, on n'était pas en retard sur ce qui se passait. Hein, dans les années 60, avec les plasticiens, on était vraiment là, au cœur d'une question internationale. C'est super, hein? Même sur Oui. les jeunes, on est en avant-plan, quoi, en Oui, termes de c'est ça. province. Comme tel, on parle aussi de d'autres activités qui sont au musée, dont, Oui. entre autres, les dîners découvertes, comme on mentionnait, mais il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent par rapport à la semaine de relâche. Oui, bien c'est ça. Moi, mon rôle, donc c'est conservatrice éducatrice, donc je m'occupe beaucoup des jeunes, donc tous les groupes scolaires qui viennent me voir. Et là, pour la semaine de relâche, bien, on a décidé d'organiser une activité un peu spéciale par rapport justement à l'exposition de Molinari. Donc, on va inviter les gens à créer leur propre œuvre de Molinari à partir de grands panneaux de couleurs que je vais faire bientôt. Et puis, on va inviter les gens à prendre des photos devant leurs œuvres et de nous les envoyer pour les publier sur Facebook. Puis, il va même y avoir un petit concours avec ça. Donc, on va faire tirer une passe familiale au Genévrier pour une journée. Alors, les artistes en herbe peuvent participer. C'est pas juste les jeunes ou c'est exclusivement vis-à-vis les jeunes? Ah non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Puis, il va y avoir du chocolat chaud, des guimauves. Donc, on veut que ce soit plaisant là, pour tout le monde. OK. L'exposition Molinari, elle est de quelle date à quelle date? Ça commence le 1er mars. Ça commence officiellement le 28 février. Le vernissage, je pense qu'il est le 1er. Et OK. je me souviens plus de la date. Je pense que ça va jusqu'au 31 mai. Ah, c'est bon. Du 23 février au 31 mai. 28 février? 28? Ah, possible. En tout cas, 28 février. bientôt. au Parce que 31 là, mai. actuellement, tout est en train de comment dire ça? Vous êtes en transition, là. Parce que oui, c'est ça. Même en ce fin de moment. semaine, il y a quelque chose d'assez particulier au musée où c'est assez inhabituel, merci, mais il va y avoir spectacle, musique à l'intérieur de la grande salle. Oui, c'est ça. Donc, en ce moment, on est en démontage. Donc, c'est assez bien avancé. Donc, il n'y aura plus d'œuvres sur les murs là, au rez-de-chaussée. Et puis, il va y avoir le festif là, avec l'hivernal qui va être là toute la fin de semaine. Donc, ce ne sera pas dangereux pour les œuvres. Il n'y en aura pas. Alors, voilà. Donc, ça va être un événement qui va être fun. C'est la première fois qu'ils font ça au Musée d'art Une contemporain. belle initiative de permettre à des gens de rentrer au musée, finalement, Oui, pour d'autres c'est raisons. ça. Il ne faut pas que les gens aient peur de venir, tu sais, comme les dîners découvertes aussi. C'est pas juste pour les gens qui connaissent l'art, c'est pour tout le monde. On est très accueillants, puis les gens n'ont pas besoin d'avoir de connaissances, sont là pour apprendre, puis c'est tout, là. Donc, on espère que tout le monde va venir nous voir. En même temps que l'exposition Molinari, il y a quand même deux autres artistes qui sont exposés. Oui, alors il y a Muriel Faye qui habite au lac Brome, qui est très reconnue en fait dans le domaine du livre d'artiste. Donc, elle va nous présenter quelques-uns de ses livres d'artistes et aussi des huiles sur toile qu'elle a fait récemment. Donc, ça va être une peinture abstraite un peu plus gestuelle, celle-là que Molinari. Donc, ça va être intéressant de comparer les deux. Et il y a aussi Danielle Trussard, qui vient, elle, de Baie-Saint-Paul. Donc, sans doute qu'il y a plusieurs personnes qui la connaissent, qui va nous présenter en fait son travail récent. Donc, elle a des grands paysages qui sont sur des panneaux de bois. C'est magnifique. Sur bois, OK. Oui, et en fait, ça, c'est une partie. Puis elle a aussi une autre partie où elle fait, en fait, des tout petites œuvres. Ça peut être avec des crayons de cire, de l'encre de Chine, en fait, toutes sortes de matériaux. Puis elle les assemble tout ensemble. Donc, ça fait vraiment
quelque chose de très intéressant aussi. Oh, il y en a avoir pour tous les goûts, là. Oui, exactement. Puis on a toujours notre exposition permanente sur le symposium aussi. Super. Bien, Madame Patricia Aubé, nouvelle conservatrice du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, merci de votre visite. Ça fait Puis on plaisir. invite la population, effectivement, à surveiller tout ce qui s'en vient. Oui, on a plein d'activités. Donc, ça peut être à partir du site Web, vous allez avoir plein d'informations aussi. Du Musée d'art contemporain. Exactement. Et on a une page Facebook aussi. Oui. Ah, ça, vous êtes bien équipés. Oui. Bien, bienvenue, puis bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Voilà, une autre émission de terminée. J'espère que ça vous a plu. C'est un rendez-vous à toutes les semaines à l'émission à votre service. Merci à nos invités. Merci également à Normand Gauthier pour la technique. Et je vous rappelle que si vous avez des sujets que vous aimeriez traiter dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO au 88 435 51 34. Merci, bonne semaine.